Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre voix a fait de vous l'élu du public. À l'origine, en vous entendant, certains ont cru écouter double. Cela ne vous a jamais empêché de demeurer un garçon très simple. Votre dernier album en est une preuve flagrante. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. Alors, on vous retrouve, moi, la première fois que je vous ai interviewé, c'était pendant le confinement. Vous étiez en Belgique et moi chez moi. Et on a commencé à parler de votre parcours étonnant et on va continuer à en parler à l'occasion de la sortie de cet album, ce 4e album de l'ombre à la lumière, avec un duo étonnant en particulier, et puis des dates clés, c'est le principe. La première, 14 septembre 1992, le choc lorsque vous écoutez cette chanson sur scène. Tu me fais craquer. C'est encore la dernière fille que je veux être né. Maman, j'y fais les pieds nés. Cette chanson, Rock'n'Roll Attitude, ça vous a marqué Jean-Baptiste Guégan? Ah oui, ça m'a marqué, d'autant plus que j'avais 9 ans à ce moment-là. Et la première fois que j'allais voir Johnny Hallyday sur scène, c'était vraiment quelque chose, pour moi, une révélation d'ailleurs. Et lorsque vous entrez, que vous voyez... En fait, il est arrivé par un ascenseur, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bien sûr. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait au départ faire une cascade en voiture, mais c'était pas possible. Donc il est allé à Las Vegas voir Siegfried et Roy, qui étaient les plus grands magiciens, et il a eu l'idée de faire un numéro d'illusion qui était cet ascenseur. C'est vrai, oui. Quand on voit ça pour la première fois de sa vie, on se dit que waouh, quand même, c'était quand même assez grandiose pour l'époque. Oui. Voilà. Et puis Bercy, vous découvriez Bercy, cette salle unique. Car vous n'étiez jamais allé à Bercy. Je découvrais Bercy, oui. Vous savez que cette salle, en fait, au départ, Jacques Chirac, maire de Paris, avait voulu faire une salle pour le sport cycliste, pour les 6 jours de Paris qui étaient mythiques avant la guerre. Ça n'a pas marché et ça s'est reconverti en concert avec le succès que l'on connaît. Oui, c'est une salle omnisport. Oui. Exactement. Alors, Johnny, vous l'avez écouté. Je crois qu'au départ, vous l'écoutiez en voiture, en vacances, avec votre famille. Ouais, j'écoutais pas que Johnny, hein, beaucoup de choses aussi, mais enfin, ouais, Johnny, ça quand même, c'était tout le temps qu'il y avait au moins, où il y avait pas un seul moment où il y avait pas un morceau de Johnny Hallyday dans la voiture. Oui, parce que vos parents... C'était des cassettes d'ailleurs audio. Oui, et vos parents écoutaient de la musique en voiture? Oui, beaucoup, oui. Et on avait que ça quand on partait sur les chemins. On écoutait vraiment de tout et c'était une époque où il y avait encore ces fameuses cassettes audio, les cassettes donc les postes autoradio d'antan dans les voitures. Qu'aujourd'hui il y a plus. Il y a plus. Non, écoute, c'est fini. Même les CD, on ne peut plus les écouter en voiture. Non. Et lorsque vous écoutiez Johnny pour la première fois à Bercy, vous connaissiez toutes les chansons déjà? Alors toutes les chansons non, parce que c'était la découverte pour moi. À 9 ans, j'étais quand même relativement jeune. Oui. Mais après oui, je me suis intéressé énormément au parcours qu'avait Johnny Hallyday et puis j'ai appris à travers ses chansons, et puis à travers lui aussi, et c'est devenu mon mentor, c'est devenu mon modèle. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Johnny avait l'instinct et quelquefois il supprimait une chanson quelques jours après l'avoir interprétée. Et c'est le cas à Bercy où il y a Tout donné qui a été supprimé et Dans un an ou un jour qui a été supprimé aussi au bout de 2 représentations. Mais je pense qu'il avait raison parce que il y a des chansons qui sont faites pour les albums et des chansons qui sont faites pour la scène. Voilà, exactement. Alors, si vous êtes à Bercy, c'est parce que votre père vous a fait une surprise au départ. Oui, c'est mon père qui m'a fait une surprise. Il devait y aller avec un collègue à lui de travail. Oui. Et puis son collègue s'est désisté et du coup il m'a pas dit où est-ce qu'on allait exactement. Donc en fait j'ai pris la place de son collègue et donc j'ai attendu d'arriver. Il me dit on va à Paris, c'est tout, voilà. Oui. Donc on prend la voiture et puis on va à Paris et puis je savais pas du tout où j'allais. Et je vois marqué le Dôme là et je vois marqué Paris. Enfin voilà, je rentre dans Paris à 9 ans, on se rend pas bien compte et tout ça. Je vois des gens partout. Enfin c'était vraiment de la folie pure. Et quand je suis rentré dans cette salle, j'ai fait waouh, c'était gigantesque. Et là le son, ça vibrait de partout. Et là je vois le monstre qui descend de sa cage là. C'était grandiose. Alors en fait, vous êtes né dans un lieu beaucoup plus calme, Trégueux, près de Saint-Brieuc. C'est très calme, je crois. Oui, je suis né à Saint-Brieuc, oui. Et vous avez grandi à Trégueux? J'ai grandi à Saint... Alors j'ai j'ai fait beaucoup d'endroits en Bretagne, oui. Mais j'ai grandi notamment, à Saint-Brieuc et après je suis parti sur Trégueux, oui. Alors il se trouve que la Bretagne, on ne le sait pas. Bon, il y a la mer, bien sûr, il y a les Bretons, il y a les Guettes, mais le Minitel a été inventé par des ingénieurs bretons entre Saint-Brieuc et Rennes.
Et ça, je ne savais pas. Ouais. Voilà. Alors, il se trouve que la Bretagne, bon, au départ, c'est pas les vagues d'applaudissements d'aujourd'hui, mais la mer, en revanche, vous la connaissez bien. Ça fait partie de votre adrénaline. Je la connais par cœur, la mer. Oui. Vous auriez pu être marin presque au départ, ou faire des croisières, faire du non, mais j'aurais pu faire même marin-pêcheur, hein, parce que je connais un petit peu le milieu, mais c'était surtout une passion. C'est-à-dire La pêche. La pêche, c'est une passion. Et ça, toute votre enfance est marquée par la pêche. Ah, mais j'allais tout le temps à la pêche, que ce soit la pêche à pied, que ce soit pour aller chercher les bigorneaux, tout ce qu'on pouvait, les couteaux même, je les ramassais à la main, les couteaux, quand j'étais jeune. Alors je me coupais des fois les doigts, mais enfin c'est vrai qu'il fallait être très très rapide. Alors, et c'était un bonheur qui continue. C'était extraordinaire, mais enfin c'était notre amusement, nous, à l'époque. Hein. On n'avait pas tout ce luxe qu'on a aujourd'hui. Les portables, il n'y en avait pas. Les ordinateurs, c'était vraiment très très peu. Et encore, ça ne nous intéressait pas. Et on était beaucoup dehors. Oui, et puis vous habitiez, je crois, dans un HLM, la Cité des Bleuets. Alors non, ça c'est dans la chanson qu'on dit la Cité des Bleuets. Mais non, mais j'ai habité à Lannion. Oui, j'étais en HLM à Lannion. Voilà. Ouais. Mais justement, Lannion, ça a été important dans votre vie, mais on va en parler tout à l'heure. Mais moi, il y a quelqu'un qui a été très important, c'est votre mère. Car je crois qu'elle a beaucoup travaillé pour que vous et vos deux frères n'ayez aucun problème, Jean-Baptiste Guégan. Ah, c'est vrai qu'avec mes parents, on n'a jamais été dans le besoin. Ils se sont toujours sacrifiés, même quand les moments étaient très 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 difficiles. On n'a jamais ressenti être dans le besoin. Oui. Et en plus, votre mère travaillait dans un EHPAD, et à l'époque, les EHPAD, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. On n'en parlait pas autant. Non, et puis elle a travaillé aussi beaucoup dans le milieu hospitalier. Elle a été aide-soignante, donc c'est vrai qu'elle a une fois après elle a perdu son travail, donc elle s'est retrouvée après à s'occuper des anciens dans un EHPAD, et puis après à domicile. Elle fait aide-soignante à domicile. Et donc c'est vrai que ça fallait s'accrocher pour trouver du travail, pour le garder surtout, parce que c'était pas facile. Oui. Et puis voilà, et tout ça a fait que on n'a jamais été dans le besoin non plus. Voilà. Et en même temps, vous avez été un élève sage à l'école, et puis à 14 ans, ça a un peu vrillé, et je crois que c'est votre mère a supporté tout ça. Je ne sais pas si l'école était faite pour moi ou pas. Oui. Moi, je sais pas si moi j'étais pas fait pour l'école surtout. Non, mais enfin, j'ai fait le strict minimum. Non, j'ai fait des études quand même en menuiserie. Oui. J'ai appris un métier quand même. Et pourquoi la menuiserie ? J'étais passionné par le bois, moi. J'ai toujours été un homme de la nature. Et d'ailleurs, vous avez un point commun avec le Capéo, qui a été menuisier. C'est vrai, oui. Ouais. Et puis il y a un magicien, Dany Larry, qui a été menuisier aussi, parce que son père était menuisier à Colombey-les-Deux-Églises, et il avait réalisé la bibliothèque du général de Gaulle à la Boisserie. Oui. Donc, voyez, c'est un beau métier, la menuiserie. Exactement. Puis quand on touche du poids, ça porte bonheur toujours. Toujours. Alors, votre mère, justement, vous lui avez rendu hommage dans une chanson, La Dame aux yeux verts. La femme de ma vie avait des cheveux gris, des yeux verts comme l'océan et le rire d'une enfant. Alors, il se trouve qu'un jour, à Lannion, vos copains vous proposent d'aller dans un karaoké. Ce qui vous tente pas au début, Jean-Baptiste Guégan. Alors, j'étais quand même d'un tempérament assez timide et très réservé. Alors, c'est vrai que la première fois quand on sort avec des copains, surtout que c'était la première fois que j'avais ma première mobilette que j'ai eue d'ailleurs. Oui. Je devais avoir 14 ans, oui. Et donc, mes potes à moi, ils me disent, il y a un karaoké sur Lannion, oui. Au Marigny à Lannion. Ouais. Je lui dis, écoutez, on va y aller, mais enfin bon, je chante pas. Non. Vous vouliez pas chanter ? Ah non, je voulais pas chanter. Moi, j'y allais, entre potes, histoire d'aller boire un coup tranquille, et puis voilà, après on repartait. Oui. Mais c'était, non, j'étais assez timide, donc. Et du coup, il y a un pote à moi qui a rempli un papier, qui a donné ça à l'animateur de la soirée. Et puis, quand j'ai entendu mon nom qui a été cité au micro, j'ai fait « Oh non, t'as pas osé ?» Il me dit « Si, j'ai fait. » C'était une blague, mais je pense que c'était une bonne blague, puisque aujourd'hui, voilà, j'y ai pris goût. Voilà. La chanson, c'était « Je la croise tous les matins » par Johnny. Elle est belle comme les filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher.
ce qui est étonnant, c'est que dans un karaoké, en général, les gens vous écoutent vaguement, mais quand vous avez commencé à chanter ce soir-là, tout le monde s'est tu. Oui, il y avait plus un bruit dans le bastringue. Comment ça se fait ? Je pense que, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est vrai que vocalement, forcément, il y a des similitudes avec la voix de Johnny Hallyday. Oui. Et il y avait surtout la puissance que j'ai toujours eue. Donc c'était vraiment quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu, les gens qui étaient dans le karaoké. Là. Même l'animateur m'a dit, mais c'est incroyable. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment, machin ? Ça te dirait de venir avec moi faire d'autres karaokés, tout ça. Alors, après, j'ai suivi la cadence, et puis c'était devenu un rituel, en fait, d'aller au karaoké tous les jeudis soirs. Voilà. Et vous êtes devenu, au-delà du karaoké, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Et on va évoquer une autre date, le 13 janvier 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Baptiste Guégan. Nous parlerons tout à l'heure de votre album De l'ombre à la lumière et puis de ces tournées qui reprennent en 2026. On a évoqué vos débuts dans le karaoké et puis il y a quelque chose qui s'est passé le 13 janvier 2018, une première télé, un reportage de 2 minutes dans le journal régional de France 3. Vous êtes ce soir-là à Pléneuf-Valandré et on voit répéter sur scène, vous en souvenez ? Oui, je m'en rappelle, oui. Pléneuf-Valandré, oui, ça je m'en rappelle très bien. En fait, Charlotte Valandré, la comédienne, hélas trop tôt disparue, avait ce nom car elle était née à Pléneuf. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que cette télé, c'est la première fois qu'on vous voit, alors que ça marche déjà bien, et qu'on vous voit répéter sur scène. Il n'y avait rien eu avant. Non, pas du tout, non, ça s'est fait vraiment, je dirais, naturellement. Voilà. Oui. Et à l'époque, le présentateur vous présente sous le nom de Johnny Junior. Ouais, c'est un nom qu'il m'avait trouvé parce qu'il m'a dit Johnny Senior, ça pourra pas marcher. Entre les deux, on peut pas faire. Donc voilà. Donc, Johnny Junior, c'était pas mal. Ouais, voilà. Mais c'est parti très vite. Vous avez fait quelques galas sous le nom de Johnny Junior quand même. Oui, par la suite, on a repris ce nom-là. Oui. Parce qu'on s'est dit, il faut bien que je m'appelle autrement que, donc Johnny Junior. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Oui. Et puis on a commencé à faire pas mal de petits galas petit à petit comme ça, parce que j'étais quand même animateur de soirée. Oui. J'ai pas fait que des concerts. Voilà. On est venu au concert sur le tard, je dirais, parce que j'ai fait des mariages, j'ai fait des comités d'entreprise, j'ai fait un peu de tout. Donc voilà, mais j'ai appris le métier vraiment en tant qu'animateur, chanteur, DJ aussi, bien sûr. Et la menuiserie, c'était oublié totalement. Alors, je n'avais pas oublié, je le faisais ça à mes temps, je dirais, de loisirs. Exactement. Alors, il faut savoir que le 13 janvier 2018, cette télé, en fait, Johnny est mort quelques semaines plus tôt, et donc c'est pour ça qu'on vous accueille, et on parle de cette soirée comme d'un hommage à Johnny. Et ce soir-là, c'est un des premiers hommages à Johnny que vous avez réalisé. Eh oui, effectivement, ouais. Ça a été premier hommage, oui, pour parler de la France, un incroyable talent. Quand ils m'ont contacté pour venir chanter à la télé, alors là j'étais encore moins qu'au karaoké. J'ai dit j'avais la trouille. Et ouais, c'est vrai. Et puis du coup je m'y suis fait. Et quand la deuxième fois qu'ils m'ont appelé, parce que j'avais refusé une première fois, je crois que j'étais pas prêt. Johnny était encore vivant. Voilà, mais ça c'était pour la France, un incroyable talent. Voilà, ouais. Alors que là je parle de ce reportage qui est diffusé mais quelques semaines après la mort de Johnny, et vous êtes le premier sosie vocal à rendre hommage à Johnny, et il le signale à l'antenne. Et c'est vrai qu'au départ la chanson ça ne devait pas être votre métier. À la base non. À la base, non. Mes parents ne voulaient pas que je fasse chanteur. Ils m'ont dit, mais c'est pas un métier, ça, chanteur. Et je leur ai prouvé que si, bien sûr. Voilà. Alors, justement, les débuts ont été difficiles parce que, naturellement, les mauvais coucheurs ont dit, mais c'est un truc, c'est pas possible, tu peux pas avoir cette voix-là. Ah, mais les gens croient en ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Après, moi, je m'en fous. Personnellement, je sais ce que vaut ma voix et je sais comment elle est. Bien sûr, il y a du travail dans tout ça, comme n'importe quel chanteur travaille sa voix. Oui, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a quelque chose de mystique dans tout ça, bien sûr. Mais j'ai jamais cherché à avoir la voix de Johnny, parce que je l'ai naturellement. Ouais, mais je pense aussi que si Johnny avait vécu, il vous aurait reçu, et je suis même sûr qu'il aurait fait un duo avec vous, parce qu'il avait cette passion que vous avez. Ouais, je pense, oui, mais je sais qu'il était au courant que j'existais, puisqu'il a dit que j'étais de loin le plus près, d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça. C'est ça. Et puis je trouvais ça fabuleux, d'ailleurs, je crois que c'est Pierre Billon qui m'a rapporté ça de Johnny, parce Pierre Billon a parlé de moi à Johnny Hallyday. Oui. Et donc du coup, il a fait écouter à Johnny, et Johnny a dit que j'étais de loin le plus près. Ah.
J'ai trouvé ça flatteur. Et Johnny avait beaucoup d'humour, c'est qu'il faisait des blagues en permanence. Oui. Sa blague favorite, c'était de voir un copain, tiens, tu veux essayer ma voiture, je te la prête. Et quand le copain était parti avec la voiture, il appelait le commissariat en disant, on m'a volé ma voiture. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Il faisait des blagues un peu loufoques, oui. Exactement, il avait bien raison. Alors, il se trouve que les sosies, il y en avait beaucoup. En fait, moi, je me souviens d'une époque où il y avait le sosie de Michel Sardou, le sosie de Richard Anthony, le sosie de la reine d'Angleterre, mais des sosies vocaux, ça n'existait pas. Ben non, mais après, sosie vocale, ouais, c'est vrai que c'est rare d'avoir des sosies vocales. Physique, oui. Oui, physique. Plein, mais Et vocale, encore. non. Mais tout ça a commencé, et vous l'avez dit, effectivement, vous avez cité la France a un incroyable talent, et on va écouter le générique. Donc, vous l'avez dit, vous avez refusé la France a un incroyable talent parce qu'on vous l'a proposé, et vous avez dit non. Mais la première fois, par respect pour Johnny Hallyday, je me sentais pas du tout de faire cette émission. Parce qu'il était encore vivant, donc je vois pas pourquoi je serais allé faire ça. Et je pense que c'était pas le moment pour moi, et c'était pas le moment du tout pour les gens aussi, bien sûr, pour le public. Et donc la deuxième fois qu'ils m'ont appelé, c'était justement après la disparition de Johnny. Et là, bon, ils m'ont un petit peu tanné. Et je sais pas, j'étais un peu indécis, donc ils m'ont demandé de réfléchir. Et troisième fois qu'ils m'appellent. Et je partais en vacances pour l'île Maurice. Donc j'étais à Charles de Gaulle et ils sont venus m'interviewer à l'aéroport de Charles de Gaulle pour pouvoir participer à la France a un incroyable talent. Donc mon casting, je l'ai passé à l'aéroport. Hein. Voilà. Ça c'était assez folklore aussi. Ah ouais, ils ont pris le taxi moto, ils sont arrivés vite fait, ils m'ont dit on arrive tout de suite. J'ai dit dépêchez-vous, l'avion va partir. Remarquez, c'est une façon de prendre votre envol professionnellement. C'est vrai. Alors, il se trouve que vous vous retrouvez donc dans une émission qui à l'époque est présentée par David Ginola. Oui. Et puis, vous débutez sur scène avec un extrait de Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais, oui, dans tes bras nus, me reposer. Évanoui, mon innocent. Moi, je revois l'image du jury à la fin de dès le début de votre prestation. Hélène Ségara est sidérée, mais elle est presque liquéfiée. Ouais, mais je pense que la disparition de Monsieur Johnny Hallyday a fait beaucoup de chagrin. Voilà, ils se connaissaient tous, justement, surtout avec Hélène Ségara, même Marianne James. Donc il y avait, ils ont tous connu Johnny Hallyday. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui s'est passé lors de ce premier passage à la France a un incroyable talent. Oui, et ça, même moi, hein, quand je les ai vus très émus, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai encore fait là. En plus, vous êtes imperturbable, un costume noir, vous ne bougez pas, vous chantez. Et on se demande si vous avez le trac. Moi, j'étais énormément mort de trouille. Ça se voyait pas. Ben non, parce que je fais en sorte que ça se voie pas, mais c'est comme à chaque fois quand je monte sur scène, j'ai toujours le trac. D'ailleurs, si j'ai plus le trac, j'arrête. Hein. Voilà, voilà. Mais quelqu'un disait, le jour où on n'a plus le trac, il faut changer de métier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Johnny, d'ailleurs, lui, s'habillait et changeait de personnage. Moi, je l'ai vu un jour arriver tranquillement, se mettre dans son habit de lumière, et vraiment, c'était plus le même homme. C'était plus le même, non. C'était extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Alors, vous allez, grâce à la France, à un incroyable talent, Jean-Baptiste Guégan, apprendre beaucoup de choses. Ça, vraiment, c'est votre meilleure école du métier. La France, un incroyable talent ? Oui, ça a été un passage compliqué, mais je pense important pour ma carrière qui est aujourd'hui. Alors déjà, médiatiquement, ça a changé ma vie. Voilà, donc, du jour au lendemain, vous connaissez. Oui, c'est pour ça, d'où la chanson d'ailleurs de mon dernier album, De l'ombre à la lumière. Oui. J'étais dans l'ombre et je suis devenu, grâce à ça, aujourd'hui dans la lumière. Et donc ça, oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Mais surtout, il y avait la tension de chaque émission, car à chaque fois, c'était un enjeu. Mais c'est un stress permanent. Vous savez, quand on vous dit que vous allez passer à la télé du jour au lendemain, je ne sais pas du tout, j'ai jamais été à la télé, donc
Et c'est filmé, il y a des caméras partout, il y a un public, il y a le changement de plateau, et c'est un univers complètement différent. Donc j'assistais, enfin on arrive vraiment dans un monde complètement à part. Et il faut s'y habituer à ça. Oui, et puis alors, et à la finale, vous êtes entre une danseuse et un rappeur, on annonce votre nom, vous gagnez, et vous vous effondrez, vous commencez à pleurer. Ah, j'étais avec un fabuleux couple de danseurs, d'ailleurs, oui. Nadia et Dakota. Et oui, je me rappelle de ça, mais enfin, moi, j'y croyais plus, là. Enfin, j'étais au bout de ma vie, hein. C'est-à-dire? J'étais tellement fatigué, déjà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez éreintant, hein, comme émission. Et puis j'étais surtout, je pense que j'étais dans un état second. Et quand David Ginola a annoncé que c'est moi qui avais gagné, donc a annoncé mon nom et mon prénom, j'ai fait. Et là, tout s'effondre, là, tout s'écroule. Mais de bonheur en même temps. Bien sûr, de bonheur, mais enfin, j'ai senti quand même mes côtes se compresser. Je me suis dit, je vais mourir. Oui, non. Et bon, le temps de reprendre ses esprits, de prendre conscience justement que, bah oui, c'est fait, tout ce travail là à payer. Voilà. Et je l'ai fait, et on l'a fait. Et si j'ose dire, vous n'avez pas oublié de vivre, comme aurait dit Johnny Hallyday. Alors, une autre date importante aussi, le 30 août 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Baptiste Guégan, de l'ombre à la lumière. C'est le titre de cet album qu'on évoque justement, vous êtes passé de l'ombre à la lumière, parce que le 30 août 2019, premier album avec comme en ouverture, puisque c'est écrit. Qu'aucun dieu de l'enfer ne pourra me voler. L'amour ne peut mourir, car il est infini, puisque c'est écrit. Ce premier album est sorti et je pense il débute avec une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Michel Mallory et qui a eu un succès dans sa vie qui s'appelait le Cowboy d'Aubervilliers. C'est moi, Cowboy d'Aubervilliers, même que mes copains d'atelier. Michel Mallory, c'était une rencontre très forte et très importante dans votre vie. Vous le connaissiez pas au départ, vous connaissiez son nom. Je connaissais que de nom, oui, bien sûr, mais c'était déjà le parolier, entre autres, de Johnny Hallyday, quand même. Michel Mallory, il a fait une première carrière de chanteur. Oui. Ensuite, il a commencé à écrire pour Alice Donna. Et à partir de là, il a écrit plus de 1000 chansons. Je sais pas si vous imaginez. Oui, je sais, je suis au courant. C'est un ami maintenant, Michel. Hein. Donc, on se voit souvent, d'ailleurs. Et donc, vous le rencontrez, comment ça se passe ? Eh bien, la rencontre s'est faite. Déjà, il était en Corse, donc je l'ai rejoint là-bas chez lui en Corse, puisqu'il est corse, Michel. Oui. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier parce que on mange ensemble, on discute beaucoup de Johnny Hallyday, beaucoup. Et il n'était pas prêt du tout pour m'écrire des chansons. Donc Michel ne voulait pas ne plus entendre parler de quoi que ce soit après la mort de Johnny. Voilà, il était très 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 choqué, très bouleversé. Donc il voulait plus être dans ce milieu à écrire pour les autres ou voilà. Donc il était très très affaibli aussi. Et puis moi je suis arrivé là, on a discuté très longuement et du coup je pense que j'ai dû lui redonner l'envie d'avoir envie d'écrire. Non, c'est vrai, sans jeu de mots, mais je lui ai donné l'envie, en fait, de retourner un petit peu comme ça, et il m'a confié quelque chose qui était assez important et qui a fait partie, justement, de ce premier album. C'est qu'on a enregistré cet album-là à Nashville, et quand il m'a expliqué, il m'a dit, Johnny Hallyday voulait enregistrer un album à Nashville, donc il voulait qu'on retourne là-bas pour aller enregistrer, et malheureusement, comme on sait tous, il n'a pas pu y aller, puisque malheureusement, il est parti. Et on a voulu, moi et Michel, continuer à rendre hommage quelque part à ce qu'il voulait faire. Donc on est retourné à Nashville enregistrer l'album, d'où la chanson Retourner là-bas. Voilà, Retourner là-bas qu'on va d'ailleurs écouter. Mais pour sa dernière nuit, le lion s'est endormi dans le ciel.
trouve que Nashville, c'est le temple de la musique. Enfin, Nashville, le country est vraiment né dans les années 50 là-bas, où on a commencé à découvrir cette musique qui a fasciné Johnny. Et lorsque vous avez rencontré Michel Mallory, je crois, Jean-Baptiste Guégan, qui avait déjà 5 chansons de prêtes pour Johnny, et que ces 5 chansons, il vous les a confiées. Oui, effectivement, oui. Bah, il y avait quelques chansons qu'il avait déjà commencé à écrire pour Johnny. Et ces chansons-là, il les avait gardées dans le tiroir, quoi. Donc du coup, je me suis permis de lui demander, tout au moins de regarder, de jeter un petit coup d'œil aux paroles, de savoir, de m'imprégner un peu des chansons. Et c'est là que Michel me dit, tu sais, le studio, c'est complètement différent de la scène. Et il me dit comme ça, il faut que tu chantes et que tu apprennes à chanter du bout des lèvres. Et que quand il faut, dans une chanson, quand il faut envoyer le bâton, t'envoies le bâton. Et ça a été un exercice que je l'ai beaucoup écouté, ce que Michel m'a dit. Et il m'a dit, c'est ce que Johnny, ton idole, faisait. Le mieux, c'est de chanter du bout des lèvres. Mais comment on ne donne pas tout directement? Ah ben non, sinon la chanson, elle veut plus rien dire. Il faut donner de l'émotion à travers les chansons. Mais Johnny était un instinctif. Moi, plusieurs fois, je l'ai vu accepter une chanson ou refuser une chanson. Mais en quelques secondes, il savait, comme quand il répétait avec ses musiciens, il venait voir une répétition de musique, il restait une demi-heure, il disait ça va, ça va pas, et il repartait. Là, c'est vrai, c'est bizarre, mais moi, je suis un peu pareil. C'est vrai? Je marche beaucoup à l'instinct. La chanson, je sais que si elle me plaît, je sais que je vais en faire quelque chose. Oui, vocalement, je parle. Bien sûr. Après, si ça me plaît pas, je lis les premières lignes, je fais non. Merci. Nashville, alors bon, c'est très différent de la Bretagne. Quand on découvre pour la première fois Nashville, Jean-Baptiste Guégan, qu'est-ce qu'on ressent? On est un petit peu comme un gosse qui est à Euro Disney. Hein, c'est oui, c'est le temple de la country. Ça joue à toute heure, du matin jusqu'au soir. Enfin, c'est vrai, c'est grandiose, Nashville. Et les studios sont très différents. Le son, paraît-il, est très différent. Ah, ils ont un son assez particulier, oui. C'est-à-dire? Oui, bah, je sais pas. C'est même le son des guitares, tout sonne vraiment très country. Hein. Ah. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à Nashville, vous avez enregistré une chanson qui évoque le square de la Trinité. Square de la Trinité, c'était votre Amérique et l'école. C'est vrai que voilà une chanson incontournable de Johnny, qui est presque une autobiographie de Johnny que vous chantez. Oui, bah c'est là qu'il avait rencontré Dutronc et Eddie Mitchell, surtout. Voilà. Bah, c'était le quartier où il y avait une bande, il y avait un square justement, et il n'est pas le seul. Philippe Bouvard, quand il avait 8-9 ans, il était avec sa bande, une autre bande dans le square de la Trinité, et leur grand jeu c'était de terroriser le gardien qui a fini par démissionner. Ça je savais pas. Il rentrait jour et nuit, enfin, c'est une autre époque qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, et Johnny a suivi le mouvement, et c'est vrai que ce square de la Trinité, bah, y a une naissance de Dutronc, de Eddie et de Johnny. Oui, bien sûr, mais j'ai ma boîte aussi qui est à côté, il y a Sony Music qui est juste à côté. Voilà. Et c'est vrai que y a quelque chose qui existe encore aujourd'hui qui n'a pas disparu. Alors, non, oui, il y a toujours quelque chose il y a des traces quand même. Ouais. Alors, ce premier album, extraordinaire, 300 000 exemplaires, ce que vous n'imaginiez pas, Jean-Baptiste Guégan. Non, forcément, non, j'imaginais pas que j'allais faire, je ne sais plus combien j'ai dû vendre 300 000, je crois. 300 000, c'est ça. 300 000, oui, bah c'est grandiose pour un premier album, et puis se dire waouh, quand même, c'est fou ce que ça peut engendrer par la suite. Je me suis dit ça plaît autant. Bon, oui. On va en faire un deuxième. Voilà, exactement. Mais surtout, il y a eu aussi une tournée qui a commencé, et avec cette tournée, je crois, il y avait des zéniths. Vous avez commencé à trouver votre propre style, à rester Johnny en vous en éloignant. Oui, enfin ça c'est ce qui fait peut-être ma particularité, parce que je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Donc c'est une devise, et j'ai jamais été comme ça. Voilà, j'interprète quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. C'est Johnny Hallyday. Je continue à lui rendre hommage à travers mon public et à travers son public. Mais pour s'en détacher, justement, pour trouver son propre style, comment on fait? On peut pas. Mais si, bien sûr. Même j'ai mon style à moi. Même si mon style reste quand même le côté rock'n'roll que je peux avoir en moi aussi, hein, bien sûr. Mais non, en fait, il y a Jean-Baptiste Guégan qui est sur scène, et il y a
Johnny Hallyday aussi, qui est là-haut et qui me regarde et qui m'envoie tout le courage pour y aller rock'n'roll, quoi. Oui, et ses méthodes aussi, car Johnny avait une particularité, il savait aussi choisir ses auteurs au bon moment, dans l'air du temps. Et c'est ce que vous avez fait avec le second album, où il y a Marc Lavoine et Slimane, c'est des univers très différents. Oui, il y a eu quelques collaborations, des univers différents, bien sûr, mais je pense que on vit toujours des univers différents. La musique est faite d'un univers différent à chaque fois, et on apprend énormément de choses, parce que si on reste toujours sur un style et qu'on n'avance pas, on reste bloqué sur ce même style-là. Moi, je voulais changer et évoluer musicalement et vocalement aussi, parce que voilà, ça change aussi. Oui, mais petit à petit, vous avez vocalement évolué, même si ça ne se sent pas toujours. C'est-à-dire qu'on sait Johnny sans être Johnny maintenant. C'est vrai. Il y a une partie de moi beaucoup plus qui ressort aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a une chanson dans tous ces albums que Johnny n'aurait sans doute pas chanté, c'est Le Pays d'Armor. C'est comme un grand vaisseau de granit et de terre, de forêts, de légendes, de landes et de rivières. Il coule dans mes veines, mon âme et mon corps. Être de quelque part m'a rendu plus fort. Dans ma voix chante encore tout le pays d'Armor. Oui, car ça, c'est vraiment des souvenirs personnels. Je pense qu'il n'aurait pas chanté ça, non ? Non. et c'est vrai que ça, c'est vraiment le granit rose du Pays d'Armor qui vous a inspiré. Oui, c'est pareil. Là, j'ai demandé à Michel Mallory de m'écrire une chanson qui correspondait à ma Bretagne, comme lui, il aurait écrit pour sa Corse. Et chose qu'il a eu déjà fait, d'ailleurs. Bien sûr. Et quand il chante sa Corse, je me suis dit, je vais peut-être faire pareil pour ma Bretagne, que j'aime tant. D'où l'important, je n'oublie pas d'où je viens. Je suis breton et je resterai breton toute ma vie. Et que je l'aime, ma Bretagne. Donc voilà, j'ai voulu faire une chanson pour lui rendre hommage. Voilà. Et le granit rose, vous savez pourquoi il est rose ? Trégastel, oui. Vous savez pourquoi il est rose ? C'est parce qu'il y a des impuretés d'oxyde de fer dans le cristal. Ouais, oui. Et ça remonte à des millions d'années. Et c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, je crois que c'est dans le monde entier, les rochers roses sont les plus beaux en Côte d'Armor. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tout ça veut dire aussi un régime très strict. Johnny ne dormait pas la nuit, fumait, buvait beaucoup, regardait des films, donnait un somnifère à ses copains pour ne pas rester tout seul la nuit. Vous avez une vie beaucoup plus régulière, Jean-Baptiste Guégan. Oui, enfin, j'essaie quand même d'avoir une hygiène de vie assez bien, quand même. Je suis pas le dernier à faire la fête, hein, oui. Mais je veux dire, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, on vit dans une autre époque. Hein. On n'est plus dans les années 60, ni 70, ni même 80. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le train de vie est plus le même. La vie a changé. Et il faut tenir le choc. Oui, bien sûr, il faut tenir le choc. Mais enfin, moi, ça va. Je suis quand même assez robuste sur ce côté-là. Mais je fais attention. Voilà, bon, je fume, je bois, ça m'arrive, voilà, de temps en temps. Puis. Et voilà, mais c'est par contre j'essaye de me coucher quand même relativement pas trop tard. Voilà. Vous auriez pu aussi devenir acteur. Je crois que je vous ai vu dans un épisode de Astrid et Raphaël, oui. Jouer un braconnier. C'est vrai. Et ça aussi, Johnny était acteur, ça peut peut-être venir aussi, non ? Alors je joue pas le rôle d'un braconnier, je m'appelle braconnier dans la série. Mais non, je joue le rôle d'un serial killer d'ailleurs. Voilà. Tout ce que je ne suis pas. Ouais, exactement. Mais vous êtes un excellent acteur. Vous pourriez maintenant aussi, en même temps, faire comme Johnny du cinéma. Alors je sais pas, je me suis jamais pris pour un acteur, mais enfin. Je sais que Michel m'a dit t'as une gueule d'acteur. Alors oui, d'accord, mais enfin de là à bien jouer, je sais pas. Ça, c'est pas moi qui décide. Ça. Voilà. Et puis dans la vie, vous ne faites pas de cinéma, vous êtes très naturel. Il faut pas. Voilà. Et on va évoquer justement ce 4e album à la date du 11 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Baptiste Guégan. Le 11 mars 2025 est sorti un album qui effectivement, vous l'avez dit, symbolise votre parcours de l'ombre à la lumière. Et le titre n'a pas été choisi au hasard de ce 4e album. Alors non, il n'a pas été choisi au hasard puisque, comme j'ai dit, j'ai commencé à chanter. J'étais dans l'ombre, j'étais pas connu du tout du grand public, je veux dire, ni médiatiquement. Hein. Et c'est vrai que ça a été tout un parcours qui a été assez chamboulé avec quelques hauts et quelques bas, oui. Beaucoup de bas aussi, bien sûr. Et ma vie est très rock'n'roll, donc je me suis dit tiens. Et après, quand j'ai commencé à être connu, donc après avoir gagné justement la France un incroyable talent, comme on disait tout à l'heure,
médiatiquement, ça m'a tout de suite porté vers le haut et tout de suite dans la lumière, quoi. Et donc c'est là la transition faut faire très attention et c'est même peut devenir très dangereux d'ailleurs. Si on n'a pas la tête bien faite, c'est dur de rester dans la lumière. Hein. Voilà. Et ouais. Justement, il y a une chanson qui l'évoque, c'est ce chaos de votre vie, c'est Ma délivrance. Et la cage d'acier où j'étais enfermé ne m'aurait pas laissé la moindre chance. Mais je savais qu'un jour ce serait par amour qu'arriverait enfin ma délivrance. Dites-moi, Michel Mallory a écrit cette chanson pour évoquer les chaos et même les erreurs du passé. Oui, bien sûr, parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie et on en apprend beaucoup de ces erreurs. Et justement, voilà, il y a quelques déchirures qui me sont arrivées, comme beaucoup de gens dans la vie. Comme tout le monde, oui. Bien sûr, comme tout le monde. Des hauts, des bas, comme je disais, et puis le seul moyen de s'en sortir, puisque la musique c'est une thérapie, moi c'était d'écrire, enfin c'était pas d'écrire, mais enfin c'était de chanter cette chanson, et j'ai demandé à Michel justement, qui sait très très bien faire ça, et voilà, il a trouvé de l'ombre à la lumière, et il a trouvé ça surtout ma délivrance, oui. Et c'est surtout que ma délivrance, c'est ma femme qui en fait partie. Oui, et qui est très importante dans votre parcours, Virginie. Ouais, ma femme est très importante dans ma vie en général. Les femmes, on a toujours dit que un homme ne réussissait jamais sans une femme qui était derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Exactement. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Michel Mallory, a largement passé l'âge de la retraite et il sait toujours écrire des chansons comme personne. Mais Michel, il travaille. Je sais pas comment les autres fonctionnent parce que moi je sais comment fonctionne Michel parce qu'on se connaît par cœur aujourd'hui. Michel, il a besoin de faire son psychologue quelque part. Il faut qu'il rentre dans la peau de l'artiste. Voilà. Il faut vraiment être très très proche de l'artiste pour pouvoir écrire ce genre de chansons. Alors, le grand écart, c'est aussi qu'un album, vous l'avez enregistré à Nashville, et celui-là dans le nord, près de Valenciennes. C'est quand même deux régions très différentes. Oui, c'est vrai, je l'ai enregistré à côté de chez moi, pas loin de Valenciennes. Oui. Dans mon studio, j'ai fait surtout beaucoup de voix de cet album. Et puis j'ai surtout enregistré avec mes musiciens qui m'accompagnent sur scène aujourd'hui, oui. Mais il y a un point commun entre les États-Unis et le nord de la France. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le Pas-de-Calais, près de Béthune, il y a une statue de la liberté reproduite de celle de New York qui existe. Ah, je ne savais pas, non. Ouais, elle pèse 550 kilos et c'est un hommage aux enfants qui ont perdu la vie pendant la guerre mondiale. D'accord, je ne savais pas du tout. Voilà, j'en apprends. Alors, cette nouvelle vie en lumière, il y a quand même la famille qui est très importante, il y a les concerts et la famille. Et vous avez toujours su différencier les deux. Oui, il y a le comme dans tout métier, il y a le métier et puis il y a la famille. Moi, je pars du principe que oui, on peut toujours en parler, bien sûr, mais moi, je sais pas, si ça nous arrivait autour d'une table de discuter de ça, mais il faut toujours faire attention. C'est un métier quand même assez compliqué. Voilà, parce que il faut avoir ces barrières de sécurité. Bien sûr, il faut toujours mettre des barrières de sécurité parce que c'est un métier aujourd'hui surtout qui est encore plus médiatisé qu'avant. Voilà, donc il y a les réseaux sociaux, tout ça. Il n'y avait pas ça avant. Ouais, donc, voilà, on pouvait se permettre de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut plus rien se permettre de dire, de faire. Voilà, donc il faut faire très attention à tout. Et c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc oui, c'est vrai que à chaque fois en famille, on nous dit faut faire attention. Oui, et la famille c'est important et vos enfants. Il faut protéger la famille. Voilà, protéger et les enfants et leur expliquer justement. Et là, vous évoquez votre Bretagne natale dans une chanson évoquée justement et dédiée à vos enfants. Je voudrais juste te dire. Je voudrais juste dire, il faut rester prudent et ne rien s'interdire. Que rester innocent peut parfois faire souffrir, qu'il faut vivre sans attendre, que ça reste essentiel, mais savoir se défendre. Que dans ce monde si cruel, que je suis souvent loin, mais que je pense à toi, en regardant le ciel, me disant c'est certain, il ne baisse pas les bras. Que
Pourquoi cette chanson, Jean-Baptiste Guéant? Mais pourquoi cette chanson? Parce que c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas à dire en face quand on est une sorte de pudeur quelque part. Quand on a envie de dire je t'aime, ou voilà, il y a des gens qui ont du mal à dire je t'aime ouvertement à leur enfant, à la famille même en général. Et bon, c'est vrai que je pense que c'est une forme de pudeur, et je voudrais juste te dire, c'est un mot qu'un papa peut avoir à son enfant, lui dire de faire, on les voit grandir, ça va trop vite, et il faut pour grandir, je pense il y a besoin de dire je t'aime. Et puis, je t'aime, je pense que en filigrane, les gens du Nord vous l'ont dit, parce que vous avez découvert une région où les gens sont très chaleureux. Le Nord, c'est vraiment une région où l'on fait la fête et où on aime les gens. Bien sûr. Mais les gens du Nord. Oui, mais ça, c'est une chose que vous aviez découverte, parce que vous êtes arrivé dans cette région, ce qui n'était peut-être pas prévu au départ. Et non, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai rencontré ma femme qui est valenciennoise. Voilà. Mais voilà, puis j'ai décidé de rester parce voilà, c'était comme ça que ça s'est fait. C'est le destin. Mais c'est vrai que après j'ai surtout rencontré son père avant de la rencontrer elle, parce que je ne savais même pas, moi, je savais pas du tout. Quand j'ai chanté à Vieux-Condé d'ailleurs, qui était son père qui était maire de Vieux-Condé, oui. Donc pour la fête de nuit, j'ai été chanter là-bas, oui. Et j'ai rencontré son père avant de faire la fête de nuit. Enfin bref, je raconte pas l'histoire parce qu'elle est longue. Oui. Et donc moi ça s'est super bien passé, le courant est super bien passé avec son père, et je dis à Guy Bustin, je lui dis, écoute, c'est quand même fabuleux et tout. Alors il m'apprend plein de choses. Il me montre la mairie, voilà. Alors on fait le tour de la mairie parce que nous les paperasses et tout ça, on s'en occupait pas. Et puis j'organise une soirée, je ne sais plus. On avait fait un truc à Lomia, à Lille. Et du coup c'est là que j'ai fait la rencontre de ma femme. C'est extraordinaire. Et elle me dit, je suis la fille de Guy Bustin. Je dis, le monde est petit, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a continué ensemble. Voilà, c'est devenu un duo très différent de celui qu'il y est dans cet album, un duo avec une autre grande voix de la chanson. Est-ce que ça vaut la peine avec Chimène Badi? Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on osera oublier qu'on s'aime? On s'aimera. On empoisonne nos illusions. On emprisonne nos horizons. Repousser les... Là encore, deux grandes voix. Chimène Badi, moi je me souviens quand elle a chanté Piaf, je crois que c'est celle qui a chanté le mieux Piaf de toutes celles que j'ai entendues, et avec une émotion totale. Et ça a été une rencontre pour vous? Alors c'était une très très belle rencontre, notamment parce que quand j'ai fait Bercy, je lui ai gentiment demandé si elle voulait bien interpréter une chanson avec moi en duo, qui était Je te promets, qu'elle avait déjà fait avec Johnny Hallyday, oui. D'ailleurs. Et elle m'a dit volontiers, avec plaisir. Et c'est vraiment une femme extraordinaire. Elle est comme sa voix, elle, c'est-à-dire cristalline, puissante, et c'est une interprète de génie. Voilà. Et quand on voit le clip, on voit que vous êtes heureux tous les deux de pousser la note. Ben ça c'est bien. Je pense que nos voix se marient bien, donc et puis on s'entend super bien. C'est ça qui est vachement important. Mais Chimène Badi, c'est quelqu'un qui est capable de passer d'un genre à un autre. Elle l'a démontré d'ailleurs, oui. Avec une facilité déconcertante. Comme vous d'ailleurs, vous pouvez changer de genre aussi sans problème. Ah oui, j'arrive à peu près à savoir, pas tout faire parce que c'est compliqué, mais j'essaye de varier, oui. Voilà, par exemple, cet album-là, j'ai commencé par faire du country, après j'ai chanté du rock, après j'ai chanté du blues, et puis là j'ai voulu faire un peu plus pop rock, quoi. Donc voilà. Et même vocalement, voilà, on s'exerce et puis on arrive à faire des chansons plus puissantes et plus. Voilà. Et puis vous avez fait encore une fois appel à de nouveaux auteurs, comme Icare avec Lettre à ma voix. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce un rendez-vous? Le destin qui se moque de nous, qui mélange les cartes et les jette n'importe où. Voilà une chanson étonnante, Lettre à ma voix. Oui, très étonnante. Quand je l'ai écoutée pour la première fois,
Moi, je connaissais pas du tout, je savais pas que cette chanson-là existait. C'est pour raconter vite fait la petite histoire. C'est un jour, je suis un soir à la maison et j'ai reçu un coup de fil de Patrick Fiori qui m'appelle. Il me dit écoute, je suis en train de travailler avec Icar sur mon album et il me fait des présentations de chansons et il me dit je tombe sur une chanson qui s'appelle Lettre à ma voix et il me dit je ne peux pas chanter ça t'appartient. Je lui dis ah bon, je dis écoute, fais-moi écouter. Alors il m'a envoyé voilà la bande son et puis j'ai trouvé ça fabuleux. Alors c'est une chanson assez mystique quand même parce que ça, on cite pas de nom mais on sait de qui je veux parler. Exactement. Ouais. Et en l'écoutant, on le comprend parfaitement. Et puis Renaud qui ne travaille pas pour tout le monde, Non. a participé à cet album. J'ai fait une chanson, je sais pas pourquoi. Peut-être pour changer le monde ou me changer moi. Une mélodie, quelques mots comme ça, pour dire la folie de cette vie-là, pour parler un peu et puis vous donner tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Comment c'est venu ? Alors là, c'est pareil. Je ne connaissais pas Renaud, sauf à travers bien évidemment son histoire, mais voilà, c'est en fait c'est un de mes guitaristes qui est aussi guitariste de Renaud, Michael Voyon, qui vient vers moi un jour. Il me dit écoute, c'est une chanson que Renaud, alors il t'adore. Hein, il m'a dit je t'adore. Qui me dit ah bon, je l'adore Jean-Baptiste. Et puis voilà, et du coup il a écrit une chanson justement qui s'appelle Une chanson qui parle un peu de mon public. Voilà, c'est une façon à moi en fait de remercier mon public. Donc c'est marrant d'avoir écrit ça. Et le style, c'est un style complètement différent de ce que je peux chanter d'habitude. Et je me suis dit ça, c'est encore un challenge assez sympa à faire. Et je m'y suis mis et après on a fait une rencontre avec Renaud et on m'a dit Renaud, c'est soit ça dure 3 minutes, soit ça dure 3 heures. Hein. Oui. J'ai eu de la chance, ça a duré 3 heures. Exactement, On oui. a- Mais c'est vrai que Renaud, moi, je l'ai connu dans son coin, malheureusement. Il a des moments très difficiles, lui Oui, bien aussi. sûr. Et je ne sais pas si vous le savez, il a débuté au cinéma à 5 ans, dans un film qui est Le Ballon Rouge, d'Albert Lamoris. Il joue un tout petit rôle dans ce film, parce que son oncle était le directeur de production. C'est vrai, ouais. C'est fou, hein. Ouais. Et alors, Renaud, tous ces gens-là ont participé à cet album, mais je sais que vous avez un rêve qui, à mon avis, ne se réalisera jamais. Vous auriez rêvé de travailler à la NASA. J'aurais rêvé. Oui, parce que alors, ça c'est pareil, j'adore les sensations fortes. Et d'ailleurs, ça me fait rien. J'ai pas de problème moi, à me faire tourner dans tous les sens, c'est pas un souci. Et j'aime la vitesse. Moi, j'aime tout ce qui est dangereux. Alors voilà. Mais ouais, j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être à la NASA. Ouais. Oui. Surtout aller sur la Lune. Oui. Mais, C'est fascinant quand même. vous êtes sur Terre et à Valenciennes. Valenciennes, d'ailleurs, qui est la ville de France qui compte le plus de statues au kilomètre carré. Peut-être qu'un jour, il y aura votre statue à Valenciennes, on ne sait jamais. Oh, peut-être, oui. En attendant, il y a ce nouvel album donc de l'ombre à la lumière, et puis il y a une tournée en 2026. Toutes les dates sont sur Internet, mais je signale quand même que Bordeaux et Toulouse, c'est le 18 et le 19 mars, ville chère à Sud Radio, et surtout le Dôme de Paris le 26 mars. C'est-à-dire, le Dôme de Paris, c'est pas n'importe quoi. Et non, c'est le Dôme de Paris, j'ai jamais fait. Donc voilà, je ne sais pas, ça sera la première fois. J'y suis déjà allé. J'ai été voir Monsieur Enrico Macias en concert. Alors je sais à peu près comment c'est à l'intérieur toujours, mais voilà, oui, ça va être un moment magique aussi. Comme j'ai pu faire Bercy d'ailleurs, ça va être un moment magique et j'en suis certain. Eh bien, en tout cas, merci pour ce moment magique que vous vous êtes raconté, Jean-Baptiste Guégan. Et puis, à bientôt avec d'autres chansons, car vous allez toujours vous renouveler, j'en suis sûr. Il y en aura d'autres. À bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.